Et bonsoir à toutes et tous, bonsoir, bienvenue dans ce pot de fleurs numéro 3. Et oui, c'est déjà le 3e alors que ça a été lancé il y a 2 ans. En réalité, je suis un gigantesque flemmard. Bienvenue messieurs, dames sur ce podcast, pot de fleurs numéro 3. On avait déjà fait ça il y a 2 ans. Le premier porté sur le cannabis et tout ce qu'il y a autour. Le deuxième porté sur la musique, les droits d'auteur, etc. Tout est trouvable sur les plateformes de streaming et sur ma chaîne Replay si jamais ça vous intéresse. Le format, il est très simple. Je suis accompagné de 2 amis et avec ces 2 amis, tout simplement, on va recevoir des professionnels de sujets dont on va aborder. On va pouvoir poser des questions, etc. Et en fait, l'intérêt, c'est un petit peu donner la parole aux gens qui savent, plutôt qu'essayer de fabuler sur des questions quelconques, quoi. Pour ce pot de fleurs numéro 3, nous allons parler de l'écologie. Je vous montre très rapidement le sommaire de cette soirée pour que vous puissiez quand même rapidement voir les sujets qu'on va aborder ainsi que les différents scientifiques que nous aurons sur le plateau. Voici le sommaire très rapidement en 3 parties. Donc en première partie avec le docteur Franck Courchamp, on va répondre à cette question: pourquoi l'homme a besoin de son environnement? Donc ça, c'est vraiment... Voilà, la classique pour reprendre les bases des bases. La deuxième partie, comment la société évolue autour de la question de l'écologie avec Dr Sophie Dubuisson-Kellier. Et enfin, la 3e partie avec Dr Valérie Masson-Delmotte. Quelle est la situation concrète du changement climatique? Voilà comment va s'articuler cette soirée. On a donc 3 parties avec à chaque fois 3 scientifiques qui viendront nous parler de tout ça. Mais je ne suis pas seul. Comme je vous ai dit, je suis toujours avec 2 amis. Je suis accompagné ce soir de Maudie. Salut. Bonsoir Maudie. Je suis trop contente d'être là sur ce sujet-là. C'est trop plaisir. Bah ouais, en plus toi, la socio et tout, il y a pas mal de trucs. Là, c'est tellement interdisciplinaire que ça me sort de ma zone de confort. Donc ah bah voilà, ça va faire du bien. Exactement. Ça sort un peu la zone de confort de tout le monde. Ouais, je crois. Ouais. Je pense. Parce que l'écologie, c'est... en fait, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Alors, je ne serai pas qu'avec Maudie, je serai aussi avec mon ami Rivenzi, mon camarade de toujours, bien sûr. Évidemment. Alors, la 4e question de ce soir sera toi et tes cheveux également. Bon. Comment est-ce qu'évolue la société par rapport à ça? Le chat se pose des questions. Alors, la réalité, c'est... En tout cas, ça pousse, en tout cas, il n'y a pas de souci. En fait, je ferai un pot de fleurs sur les cheveux. tu verras, mon pote. On peut inviter ma mère si tu veux. Quoi. Oui, c'est vrai, en plus, et qui m'a coupé les cheveux une fois, et c'est une des fois où j'ai été le mieux coupé de ma vie. Et mec, je pense... Elle est là avec nous ce soir, ma mère, elle est là. Mais non, mais c'est vrai. Mais je suis sur un projet cheveux longs. Et quel beau projet. Mais quoi? Mais parce que je suis sur la partie critique, mais il y a... Ne regarde pas comme ça, Maudie. Mais non, c'est un début de projet. C'est parce que moi, je vois l'arrière, c'est pour ça. Ah non, non, mais parce que c'est un départ de nuque longue. Bref, on va pas... Presque mulet, quoi. Ouais, presque mulet. Je te remercie de notifier ça. Bah, je peux vous montrer ça. Pendant, messieurs, dames, qu'on va commencer ce podcast, alors qu'il sera disponible sur les plateformes de streaming dès demain ou après-demain, ainsi que sur ma chaîne Replay, je le précise, et gratuitement aussi sur Twitch via mes replays. Nous allons parler d'écologie toute la soirée. Dans un premier temps, Rivenzi, Maudie, quand je vous dis écologie, vraiment comme ça, écologie, c'est quoi vos premiers souvenirs où on vous a parlé de l'écologie, où on vous a parlé de quelque chose où on serait responsable aussi de la planète sur laquelle on est, etc. Maudie, t'as une idée? En fait, nous, on ne nous avait pas parlé directement à l'école, mais on nous a fait un truc ultra fourbe. En fait, on avait un ciné qui était juste à côté du collège. Et donc, j'avais 12-13 ans, enfin 5e ou 4e, un truc comme ça. Et on nous a amenés à ce ciné, on nous a dit on va voir un film sur les animaux. Donc ça dure la première petite heure à voir les animaux qui peuplent l'Amazonie. Donc c'était un peu scénarisé avec une petite narration. Bien sûr. On suit une petite famille d'orang-outans. Les orang-outans, à la fin, ils sont calés. La famille n'existe plus, les orang-outans. Mais du coup, pendant 1 heure, t'es hyper attaché et tu suis leur mode de vie, etc. Incroyable. Et l'heure d'après, c'est l'huile de palme et les conséquences sur l'habitat des orang-outans. Ok. Et donc là, c'est la première fois qu'on a parlé d'écologie après, parce que les profs ont débriefé, nous ont expliqué, et ça nous avait choqués. En vrai, on est ressortis du truc, on était choqués. Mais les profs sont pas arrivés en vous disant... ils n'ont rien dit. Ah d'accord. Pas de trigger warning, c'est... oui, d'accord. comme ça, tu te rends... Enfin, tu vois... Prévention. Tu rentres dedans direct. Voilà. Et c'est quoi? C'est tout début des années 2000, grosso modo? Je suis née en 95, donc là, on est en 2008-2009 à ce moment-là. 2008-2009. Ouais, ok, donc t'as ça. C'est à peu près ton premier souvenir? C'est mon premier souvenir personnel, en tout cas. Ouais. Ok, oui, bien sûr, ouais. Moi, c'est ça, à peu près. Oui, moi, c'est à peu près pareil, tu vois, il y avait l'école aussi, mais après, moi, je suis dans une famille où toute une partie, notamment chez mon père, était anti-nucléaire, bossait dans des magasins bio et avait des jardins partagés, si tu veux. Anti-nucléaire, on ne sait pas trop, c'est pour la planète aujourd'hui. Alors à l'époque, en tout cas, moi,
Enfin, comment on m'en parlait, tu vois, c'était vraiment, c'était pour la planète, etc. Alors évidemment maintenant, sans être spécialiste, je comprends aussi on peut comprendre les intérêts du nucléaire sur certains points, on peut débattre sur d'autres, mais c'est vrai qu'en tout cas, du côté familial, c'est non. Et donc voilà. Mais donc c'était aussi dans le cercle familial, quoi. Du coup, pourquoi est-ce qu'on mangeait bio, on m'expliquait des trucs, et en fait, ça découlait un peu sur l'écologie de manière générale après sur ces discussions-là, quoi, tu vois. Ah, donc il y avait un peu il y avait quand même une notion de préservation de quelque chose. Exactement. Et puis j'ai toujours des membres de ma famille, tu vois, qui ont fait des manifs, tu vois, écolo, qui faisaient partie des partis écolos en Bretagne et tout. Ah oui, quand même. Ma tante, en tout cas, à chaque fois, elle m'en parle, etc. Et on en parle beaucoup. C'est elle qui m'a un peu initié aussi, tu vois, à toutes ces démarches-là aussi. Alors elle, du coup, pas scientifique comme on va l'avoir là, mais plutôt militant. Très bien. Oui, on précise d'ailleurs que ce soir, ce ne sont pas des militants, ce sont des scientifiques qui viennent nous parler. Et c'est pour ça, là, on parlait par exemple, tu parlais vite fait, ils étaient anti-nucléaires, machin et tout. Le but n'est pas du tout de répondre à ces questions-là. Hein. Est-ce qu'ils sont nucléaires, pas nucléaires ? C'est vraiment pas ça. C'est plutôt revenir sur des notions, revenir sur des problématiques, revenir sur tout ça et essayer de vous éclairer un peu. On sait que sur le chat, il y a des gens très initiés à ces questions-là. On sait qu'il y a des gens beaucoup moins initiés pour le coup. Nous, on va essayer de parler à tout le monde. Tant bien que mal, c'est toujours un peu compliqué de vulgariser, mais on va essayer de parler à tout le monde. Moi, si vous voulez savoir mon premier rapport avec l'écologie. Ah oui, effectivement, t'as même pas posé, c'est vrai. C'est quoi ta porte d'accès, toi, effectivement. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que mes parents m'avaient inculqué des valeurs plutôt écolo, mais sans m'expliquer que c'était pour la préservation de la planète. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il était strictement interdit de jeter quoi que ce soit dehors. Je me faisais pulvériser. Tu sais que je me souviens, devant mon grand-père, jeter un sachet de douap comme ça. Je me suis fait soulever, je n'ai plus jamais rien jeté. Et pourtant, je voyais des gens de mon âge au lycée qui jetaient encore des trucs, tu vois, par la fenêtre du plastique. Et je t'en dis, mais vous faites ça, tu vois. Et je pétais un plomb, je me disais, mais mon grand-père va débarquer, il va vous mettre une tarte à pouce, en fait. Donc, tu connais pas mon grand-père. Je connais pas. Donc en fait, c'est ce souvenir-là aussi que. Enfin, bref, après. Mais tu vois, moi, je le liais pas à une idée de préservation de quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'était vraiment. C'est sale de faire ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste sale, en fait. Oui, c'était une espèce d'habitude c'est des comportements qu'on n'a pas. Tu vois, on nous a appris à pas avoir certains comportements, du coup on les reproduit, mais on n'a pas forcément toute la grille de lecture derrière, quoi. Exactement, et c'est pareil, mes parents, ils avaient des paniers à map, tu vois, tout ce genre de trucs, mais pareil, ils m'ont jamais parlé de l'écologie, de la préservation de quoi que ce soit, juste ils me disaient... c'est cool parce que c'est des gens qui bossent juste à côté, et, du coup c'est des bons légumes et des fruits, quoi. J'étais d'accord, bon go. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tous un rapport un peu différent à l'écologie. La première fois qu'on en a entendu parler, il est vrai que c'est aussi un sujet qui est beaucoup mis sur la table depuis fin des années 2000, début 2010, qu'avant... Avant c'était compliqué. Moi, il y a un gros truc que faisait ma famille, c'est de jamais acheter neuf. On allait voler dans les déchetteries. Non, mais là, c'est plus acheté, c'est volé. Ouais, mais les gens laissaient faire à l'époque, tu vois, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils gagnent de l'argent, les déchetteries aussi, avec le recyclage, vu que c'est pris en compte par l'État, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, du coup, à la déchetterie, tu récupérais tout. Donc, mes parents n'ont jamais acheté une machine à laver, quoi. Mon père a toujours chopé et après réparé. Et en fait, le nombre de trucs que le nombre de trucs que tu jettes qui est quasi fonctionnel, en vrai, qui est fonctionnel, mais juste... ça te convient plus. C'est des dingueries, quoi. Ah ouais, j'avoue, c'est clair. Et je pense que c'est bien pire aujourd'hui. À l'époque, moi, ma mère me disait de pas en parler à l'école ou au lycée ou quoi, parce que c'était la honte même pour les vêtements, tu vois. Les friperies, maintenant, c'est grave à la mode et tout ça. Exact. Mais à l'époque, c'était hyper mal vu d'acheter des fringues d'occasion, quoi. C'est genre t'es pauvre. Et ça craint, quoi. Mais tu vois, quand on nous en parlait aussi, quand moi j'avais l'impression qu'on nous en parlait, on était en mode, vas-y, c'est dans 75 ans qu'on se posera les problèmes, quoi, tu vois. Et il y avait un peu ce truc-là de, attention, l'écologie, on t'en parlait plus comme, attention, faut bien baisser la lunette des toilettes. Hein. Parce que sinon, vos arrière petits-enfants, peut-être que... Oui, peut-être qu'effectivement, il va y avoir un truc peut-être un peu plus compliqué. T'es en mode, ah, ok, d'accord. Et évidemment, et puis après, t'es un enfant, donc c'est compliqué aussi de tout saisir, de comprendre, etc. Donc, complètement, mais on en parlait quand même, tu vois. Les plus jeunes aujourd'hui qui ont, tu vois, 5, 10, 15 ans sont beaucoup plus au fait de ces questions-là que quand nous, on avait cet âge-là, tu vois. Parce que justement, on en parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus urgent, etc. etc. Je vous rappelle une petite chose aussi, c'est que ce soir, on va essayer aussi de lire vos questions au maximum, de sélectionner ce qui nous semble pertinent pour un peu discuter avec les scientifiques et que vous ayez la parole. Regardez Rivendi qui vous montre justement son écran. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On va pas tarder, je pense, à commencer directement sur la première partie, messieurs, dames, et on va donc accueillir notre premier scientifique, messieurs, dames. On accueille Franck Courchamp. Avec Franck. In the shadow
Franck Courchant, bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'on va pas trop parler des cheveux. C'est fini ça. Ouais. Bon, Aïe, c'est vrai. T'aurais pu. si j'avais su, hier j'étais comme ça aussi et puis. Non, d'accord, c'est nouveau aussi. Franck Courchant le repère. Alors, nous sommes avec Franck Courchant. Déjà, merci beaucoup d'être là. On sait Merci que à vous. vous faites beaucoup de choses, on va pas se mentir. Franck Courchant, tu es écologue. On va revenir dessus, parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas ce qu'est un écologue, concrètement. Vous êtes tué parce qu'on se tutoie. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit ça en arrivant. Ouais, dans ce milieu-là, on se tutoie pas mal et tout. Je savais pas. Tu es directeur de recherche pour le CNRS à l'université Paris-Saclay, au sein du laboratoire ESE, donc écologie, systématique et évolution. Bon, grosso modo, qu'est-ce que tu fais, Franck? C'est quoi un écologue? Alors, un écologue, ou une écologue, c'est un ou une scientifique qui étudie l'écologie. Eh ben Voilà. merci, eh ben, c'était notre première invitée, c'était Franck Courchant. Oui, mais c'est... C'est quoi l'écologie? Ouais. Alors, l'écologie, à ne pas confondre avec l'écologisme, qui est ce que je pense à peu près tout le monde là sur le chat est en train d'avoir en tête. L'écologie, c'est la science des relations entre les êtres vivants et leur milieu, et les êtres vivants entre eux. Ok. Donc c'est vraiment une science, ça fait partie de la biologie. Au lieu d'être dans un bout du spectre de l'échelle biologie moléculaire, biologie cellulaire, au milieu on a plutôt les organismes, la physiologie, la médecine pour ce qui est humain. Et puis si on monte dans l'échelle, on a les populations, les communautés, les écosystèmes. Et tout ce gros bout là, c'est l'écologie. C'est une macro-échelle de la biologie. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans l'écologie, c'est que c'est une des sciences les plus complexes qui existent, tout simplement parce qu'on travaille avec un nombre d'éléments qui est énorme. On a j'ai amené une petite image pour montrer un réseau trophique des liens entre les espèces, qui est un réseau trophique simplifié, qui nous permet donc de... Donc voilà, on voit là, c'est simplifié. Super. C'est-à-dire que c'est pas la réalité. La réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça, c'est un réseau trophique autour de la morue dans l'océan. Ça, c'est la morue juste de la poisson, morue. hein. Ouais, voilà, c'est tous les liens qu'il y a En direct fait, des abonnés sur sur le Instagram, mine de rien. Et donc, en fait, quand on étudie comme ça des milliers d'espèces en interaction les unes avec les autres, qui sont aussi en interaction dans leur milieu, dans le temps, ça donne des choses qui sont infiniment complexes. Si on peut faire une comparaison, l'ADN, c'est 4 molécules ATCG, et ça fait tout le vivant. Le tableau des éléments périodiques, c'est les éléments chimiques, c'est je crois 118 éléments, et ça fait tout ce qui existe autour de nous. Donc avec 4 éléments, on fait tout le vivant, avec 118, on fait tout ce qui existe. Donc vous imaginez quand on étudie des réseaux avec des milliers d'espèces en interaction. Donc en fait c'est ça l'écologie, c'est étudier ce genre de choses avec pas mal d'outils différents. Et donc c'est en fait finalement les interactions entre toutes les espèces vivantes de ce monde. Oui, vivantes et aussi avec leur milieu, avec le substrat, avec la température, avec l'acidité de l'eau, avec le sol et ses composantes chimiques diverses. Donc c'est alors évidemment, les écologues, ils étudient pas tout ça. Hein. Ils se hyper spécialisent sur un truc. J'imagine que je ne veux pas savoir non plus pour toutes les espèces. Voilà. Faut une espèce, tu peux vraiment la travailler. Une espèce, un niveau d'organisation. Il y a des gens qui travaillent au niveau de la population, d'autres au niveau de l'écosystème, d'autres au niveau des cycles du carbone ou de l'azote dans les grands territoires. Donc il peut y avoir des choses vraiment très très différentes. Il y a des outils très différents. Il y a des gens qui travaillent avec les maths pour étudier l'écologie. Il y a des gens qui travaillent avec la chimie, d'autres avec la physique, la biomécanique. Donc hyper interdisciplinaire. C'est très varié. C'est très varié. Et du coup, est-ce que les écologues, du coup, c'est des gens qui travaillent sur ce monde dans lequel on est, où il y a une certaine urgence, où des choses se détruisent, disparaissent, etc. Ou pas nécessairement, il y a des écologues. Alors pas nécessairement. Moi j'ai commencé à travailler en fait sur les interactions entre des proies et des prédateurs.
de la dynamique des populations. Comment dans le temps est-ce qu'ils se régulent les uns les autres, comment si on met une troisième espèce, ça met un peu le bazar là-dedans. Et moi, je m'en fichais pas mal de savoir si mon espèce allait disparaître ou pas disparaître, puisque c'était des objets mathématiques. En fait, je travaillais vraiment avec des équations. J'essayais de modéliser le réel pour voir ce qui risquait de se passer. Pour comprendre leur comportement, du coup, c'est ça. Voilà, comprendre. En fait, on pouvait se poser tout un tas de questions et puis voir avec notre modèle ce que ça donnait, quoi. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à réaliser que mes objets, en fait, dans la vraie vie, ils disparaissaient souvent, et donc à shifter progressivement de l'écologie fondamentale à l'écologie plus appliquée, et donc à la conservation des espèces. Et donc, en fait, mes objets d'étude maintenant, c'est la biodiversité de manière plus large. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu nous as dit toi-même que c'était extrêmement large avec les millions d'espèces qu'il y avait partout. Et du coup, ça consiste en quoi? Est-ce que tout simplement, toi, c'est très large parce que tu es directeur de recherche et donc indirectement, il y a beaucoup de gens avec qui tu travailles? Non, pas du tout. En fait, c'est plus parce que je suis un généraliste plus qu'un spécialiste et que aussi je suis un peu hyperactif et que j'arrive pas à me focaliser sur un truc et que du coup j'étude plein de trucs tout le temps dès que ça c'est intéressant et hop 20 ans sur la morue, je pense que tu vois il y en a qui vont passer 20 ans sur les cellules épithéliales de l'estomac de la morue de l'Atlantique Nord seulement mais non, moi en fait c'est plus parce que je m'intéresse à ce qu'on appelle la macroécologie, donc à des grandes échelles, à des échelles spatiales importantes, par exemple au niveau de la planète ou à plein d'espèces en même temps et je m'intéresse en fait aux activités humaines et l'impact qu'elles ont sur la biodiversité. Alors tu demandais ce que c'est la biodiversité. La biodiversité en fait c'est la diversité biologique. Bon, c'est assez simple comme biodiversité, diversité. Et en fait ce que ça veut dire c'est que c'est le vivant sous toutes ses formes, la richesse du vivant sous toutes ses formes. Alors ça peut être au niveau d'une espèce, par exemple au niveau de l'espèce humaine. Tous les 4 on est humains, je pense. Oui. Moi je dis pas. Ok. On va faire l'hypothèse que tous les 4 on est. Pourtant on se ressemble pas. On a une diversité quand même assez importante. Les chiens, les chats, avec toutes les races qu'on a fait, en fait ils sont très différents et ils ont une richesse de biodiversité au sein de l'espèce. Et au-delà, on a donc il y a plein de niveaux, mais celui qu'on étudie le plus souvent, c'est le nombre d'espèces. Le nombre d'espèces qu'il y a en Afrique, c'est la biodiversité de l'Afrique. Le nombre d'espèces qu'il y a dans la forêt de Fontainebleau, c'est la biodiversité de la forêt de Fontainebleau. Donc évidemment, la question qui vient suivante, c'est il y a combien d'espèces? Combien on a d'espèces sur Terre? Des espèces vivantes? Vivantes, oui. De toute façon, il n'y a pas d'espèces pas vivantes. Mais c'est vrai que c'est l'un des premiers points. Ça fait 2 fois que tu dis ça. Il m'a fait un clin d'œil. Alors, l'espèce pas vivante. Ok. Donc... Non mais tu as donné la réponse en fait tout à l'heure. Moi j'ai dit des millions. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a forcément des millions. Difficilement. Dans le sens où, par exemple, ne serait-ce que des fourmis, je crois qu'il y en a 200 000. 20 000. Bref, la suite, Maudit, t'as une question peut-être du chat. Mais c'est pas mal parce que la plupart des gens pensent il y en a une dizaine. Fourmis noires, fourmis rouges, fourmis. Putain, mais pourquoi j'ai retenu 200 000 c'est les zéros. Hein, c'est ça. Alors, on n'est pas à ça. Et donc en fait, combien il y a d'espèces sur Terre? On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Parce qu'on ne les a pas toutes vues. Voilà, parce que c'est compliqué. Donc la diversité des différents groupes, par exemple ici on a des photos de juste les dendrobates, c'est une petite famille de grenouilles, celles qui sont empoisonnées. Donc la biodiversité est très très riche. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins 2,3 millions d'espèces. Ça, c'est celle qu'on a décrite. Mais on pense qu'il pourrait y en avoir entre 5 et 100 millions. C'est pour vous dire à quel point on n'en sait rien. C'est une belle fourchette. Quand même. Alors les dernières estimations, celles qui font consensus ou celles sur lesquelles on s'est arrêté, c'est à peu près 8 millions. Et c'est où le lieu, les territoires, les biomes, on va dire, où on a les plus grands flous, où on sait le moins de choses? Alors, en fait, ça dépend un peu des groupes taxonomiques. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément les mêmes choses aux mêmes endroits. Mais en général, tout ce qui est sous l'eau, on ne connaît pas trop, parce que c'est plus difficile d'accès, mais aussi loin des yeux, loin du cœur, il y a moins de gens qui travaillent dessus.
ce qui est plus reculé dans les forêts amazoniennes ou en Indonésie, en Asie du Sud-Est, où il y a les orang-outans, ils sont pas en Amazonie. Et ben en fait, je suis chiant, hein, je sais. Non, mais c'est bien, il faut recadrer. Tu es parfait. Non, mais c'est mon côté un peu Sheldon Cooper qui fait que si on dit des choses pas bien, il faut que je... Oui, donc dans les forêts où il y a une diversité qui est gigantesque, à ce moment-là, on ne connaît pas tout. Donc on va secouer un arbre, on va compter tous les scarabées qu'il y a dans cet arbre et on va découvrir une quinzaine de nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas avant. Donc il y a vraiment une diversité qui est vraiment très très riche, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on découvre de nouvelles espèces tous les jours? Alors, on en découvre non seulement tous les jours, mais on en découvre beaucoup tous les jours. En fait, on découvre entre 10 et 16 000 espèces nouvelles tous les ans. Alors, nouvelles pour la science. Elles ont toujours été là. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais 10 à 16 000 tous les ans. Et ça veut dire qu'en fait, on connaît vraiment que la pointe de l'iceberg de la biodiversité. Quand on connaît 2 millions, on pense qu'il y en a 8 millions, mais qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et c'est quand même assez étonnant de se dire qu'on vit sur une planète où on ne connaît pas encore la plupart des êtres vivants. On connaît mieux la surface cachée de la Lune que le fond des océans. Moi, j'ai l'impression que ça intéresse plus les gens aussi. C'est un peu ça le... Alors, ça intéresse peut-être plus les gens parce que, bon, ça fait rêver les étoiles, mais je pense que si on connaissait vraiment la biodiversité, à quel point c'est fascinant, à quel point ça peut être beau, à quel point, je sais pas, par exemple, une mouche, c'est chiant, c'est moche, c'est dégoûtant, mais si on regarde l'œil d'une mouche au microscope, il n'y a pas plus fascinant. C'est plus complexe que la plus complexe des machines humaines, et pourtant c'est partout autour de nous. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai l'impression que d'un point de vue médiatique, il y a beaucoup plus d'intérêt qui est mis sur ce qui se passe justement dans l'espace que ce qui se passe sur les territoires dans lesquels on vit. Et on en parlait juste avant l'émission, des émissions sur Twitch qui parlent d'écologie ou même de biodiversité. Ben, c'est pas un gros sujet, quoi. Ça existe quasiment pas. Alors moi, je suis mal placé pour juger. Oui, tu aimes bien la biodiversité, effectivement, c'est un truc qui t'intéresse. Mais au milieu de tout ça, tu nous dis que finalement, on est dans un biosystème gigantesque avec énormément d'inconnus, en fait. Mais la question qu'on se pose, et d'ailleurs la question de cette discussion initialement, c'est pourquoi l'homme a besoin de son environnement, du coup ? Alors, pour faire simple, on a besoin de l'environnement parce que la biodiversité a de la valeur. Elle a deux grands types de valeurs. Alors, elle a une valeur qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire une valeur pour elle-même. Une espèce, on ne va pas la supprimer parce qu'elle vaut quelque chose, indépendamment de ce que ça apporte à l'humanité. Donc, on ne va pas parler de ça puisque ce n'est pas la question. Mais aussi, ça nous apporte énormément de choses. Alors, ça nous apporte ce qu'on appelle des biens, c'est-à-dire ça nous apporte la nourriture. Tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. Tout ce qu'on boit, à part de l'eau, c'est de la biodiversité. Donc il y a une richesse énorme, que ce soit... L'eau, c'est pas de la biodiversité? Non. Je dis à part l'eau. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, ok, d'accord. Mais la bière, par exemple, c'est des levures, c'est du vivant. Le vin, ça vient des fruits et le lait, les alcools, tous les alcools. Je prends que des trucs pour les gens de Twitch. J'ai pas pris les trucs bien sains. Non, en fait, toute la biodiversité, c'est du vivant. Après, il y a tous les matériaux. Le bois, le lin, le cuir, le coton, la laine... Tout ça, c'est aussi la biodiversité. Puis après, il y a aussi des médicaments. On pense souvent les médicaments, c'est les produits chimiques, mais en fait, la grande majorité des principes actifs des médicaments, c'est tiré des plantes. Alors là, je vous ai amené une photo d'escargots, c'est les escargots cônes. C'est des petits escargots prédateurs. Et en fait, c'est lié aux médicaments parce que c'est des escargots qui attrapent les poissons et qui les empoisonnent. Et les poissons, pour pas qu'ils évoluent de manière à faire des contrepoisons, en fait, ils ont à peu près 500 toxines différentes, ces espèces-là, et ils injectent des mélanges, ce qui fait que les poissons ne peuvent pas s'adapter. Et il y a une centaine d'espèces cônes. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50 000 toxines différentes qui existent, qui sont créées par ces escargots-là. Et on a testé une douzaine de ces toxines au niveau médicinal, qu'est-ce que ça pouvait apporter, et on s'est aperçu qu'elles pouvaient avoir des vertus très très puissantes, antibactériennes ou antivirales, antidouleurs, des choses qui étaient 1000 fois plus puissantes que la morphine, des anticancéreux, etc. Et ça, c'est juste une dizaine
de toxines sur les 50 000 qui doivent exister dans ce truc-là. Donc en fait, la biodiversité apporte aussi ça. Et puis la biodiversité apporte ce qu'on appelle des services, les services des écosystèmes. Elles purifient l'eau, l'air, elles font le climat, elles font tout ce qui est biodégradable. Ce qui est biodégradable, c'est biodégradable, c'est dégradable par la biodiversité, la pollinisation, la fertilisation des sols, tout ça. Moi j'ai une question par rapport à ça, parce que biodégradable, est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe que tout est biodégradable, mais juste que ça dépend du temps? Tu vois, c'est à quel moment on dit ça c'est biodégradable et ça l'est pas? Ouais. Une question de durée quoi pour toi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Alors oui, on pourrait, mais par exemple, si je prends un bloc de métal, oui, il peut être attaqué par des champignons, des bactéries, mais c'est pas à notre échelle, ça va pas Voilà, faire donc on quoi que regarde ce par soit. rapport à l'échelle finalement de la vie humaine. Oui, voilà. Okay. Voilà. Ou des écosystèmes, parce que le bloc de métal, il risque de rester un bon paquet de temps. Quoi. Et puis aussi des quantités qu'on met, parce que le plastique, on peut découvrir des choses qui sont biodégradables, mais enfin qui biodégradent les plastiques, mais ça peut mettre très longtemps. Et justement, on a découvert il n'y a pas longtemps des bactéries, par exemple, qui mangeaient le plastique. Et ça c'est vrai? Ouais. Ou d'autres qui mangeaient le pétrole et donc qui peuvent servir à dépolluer. Et ça m'amène à un autre type de valeur, ça s'appelle les valeurs d'option. Les valeurs d'option, c'est des valeurs qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourraient exister dans le futur. Et là, je vous ai mis une petite grenouille. Et si vous regardez bien, il y a une petite grenouille à l'intérieur. En fait, elle ne la mange pas, c'est son bébé. Okay. C'est une grenouille qui a été trouvée en Australie et qui en fait gobe ses œufs et les incube dans son estomac. Donc elle arrête de sécréter de l'acide, parce que comme vous savez, l'estomac c'est plein d'acide, c'est même le milieu le plus acide qui soit dans le monde vivant. Et puis après les têtards sont dans l'estomac, puis les jeunes grenouilles, et elle les recrache que quand ils sont... Et donc les chercheurs, quand ils ont vu ça, ils se sont dit mais comment elle fait pour pas digérer ses propres petits? Et en fait ça a plein d'applications pour la santé, parce qu'il y a des millions de gens qui souffrent d'ulcères assez solides, et les ulcères c'est en fait notre acide qui nous bouffe de l'intérieur, quoi. Et ils se sont dit on va peut-être essayer de voir comment elle fait elle, et puis peut-être qu'on va pouvoir... Donc ils sont retournés dans les marais en Australie où il y avait cette grenouille, et puis en fait il n'y avait plus de marais, il y avait un parking à la place, et en fait ça c'est la valeur d'option, c'est des choses qu'on aurait pu découvrir mais qu'on ne découvrira pas parce que... Ah ouais. Donc ce que tu veux dire par là aussi, c'est que plus l'homme finalement se développe aux dépens de son environnement, plus il ferme des options qu'il aurait pu utiliser pour finalement aller mieux, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que l'empreinte de l'humain sur la planète est de plus en plus importante. Il y a très peu d'endroits maintenant qui sont même pas, on va dire, vierges, mais qui ne sont pas abîmés, qui ne sont pas dégradés par les êtres humains. Il y a même un indice qui a été calculé qui s'appelle l'indice de l'empreinte, de Footprint Index, de l'empreinte de pas humain. Et si on voit, là, je vous ai amené une petite carte de la planète, et vous voyez que en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont complètement dans le noir. Il y a le Sahara, il y a des parties en Australie du désert, et puis l'Amazonie, au cœur de l'Amazonie, tout le reste. Et puis vous voyez qu'en France, c'est pas mal jaune, donc c'est vraiment très très impacté. Et alors comment elle est faite, cette carte? Elle est faite avec plein d'indices différents, notamment avec la densité humaine. Donc ça c'est une autre carte, avec les tailles des villes, avec les infrastructures, donc là c'est ces 6 cartes là, avec les lignes de bateaux, les lignes aériennes, les câbles sous-marins, les routes, etc. Et si on met tous ces trucs là les uns sur les autres, les degrés d'agriculture, etc., on s'aperçoit qu'en fait notre planète, là vous voyez, il n'y a pas besoin de dessiner les continents, ils sont dessinés juste par nos activités humaines, on les voit. On est là, quoi, en tout cas, on est voyant, quoi, c'est ça que... Et donc voilà, en fait, l'empreinte humaine est vraiment très, 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 très importante, et ça fait qu'il y a des déclins sur la biodiversité qui sont assez majeurs. Un exemple que j'aime bien donner, qui est assez frappant, c'est l'image suivante. Je vous ai amené des images. C'est la biomasse de tous les mammifères sur Terre. Donc si vous prenez tous les mammifères, c'est-à-dire les animaux qui ont des poils en gros, et que toutes les baleines, oui les baleines, je commence par un exemple difficile, c'est un mammifère qui est retourné dans l'eau, tous les petits lapins, les souris, les rhinocéros, les éléphants, tout ça, vous mettez tout ça ensemble, et bien en fait 96% de toute la masse globale, c'est les humains et leur bétail. Et il ne reste plus maintenant que 4% de tous les animaux mammifères réunis. Et ça montre à quel point
l'emprise des humains sur la planète est forte. Et pourquoi c'est un problème? Parce que vous allez me dire, moi je m'en fous, hein, du moment que j'ai ma vache, ma poule et mon cochon. Ma France, mon vin, mon plénard. J'ai pas besoin des autres animaux. En fait, on a besoin vraiment de la biodiversité pour tout ce que je vous ai raconté avant. Et pour terminer, parce que moi c'est ma soirée grenouille, j'ai un exemple encore sur les grenouilles, parce que je racontais toujours, quand je parlais un peu de ce que je faisais, je disais mais en fait, oui on s'en fout s'il y a une grenouille au Nicaragua qui est en train de disparaître, de toute façon je vais jamais aller là-bas, je la verrai jamais, et puis ça va pas me changer ma vie. Et en fait, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, où ils se sont aperçus que justement au Panama et au Nicaragua, les gens commençaient à tous tomber malades, il y avait des épidémies de paludisme, de malaria, c'est la même chose. Et c'est des maladies qui sont mortelles pour l'homme, et des épidémies assez fortes. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait, de manière concomitante, un déclin des amphibiens, des grenouilles, qui disparaissaient toutes en masse. Et en fait, les grenouilles mangent les moustiques. Et les moustiques sont les porteurs de cette maladie du paludisme. Et en fait, quand les grenouilles ont disparu dans ces deux pays, eh bien, en fait, les gens ont commencé à tomber malades parce que les moustiques se sont mis à pulluler, puisque les grenouilles les contrôlaient, et donc ils sont tombés malades à cause de ça. Donc c'est un exemple vraiment très, très récent déjà, et puis assez fort, qui montre que la santé des écosystèmes et la santé des humains est complètement liée. Et on l'a vu avec le Covid, hein, les deux sont vraiment liés. Je resitue pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Messieurs, dames, nous sommes avec Franck Courchamp. Tu es directeur de recherche pour le CNRS à l'Université de Paris-Saclay au sein du laboratoire ESE, donc écologie, systématique et évolution, et tu es toi-même écologue. Je reprécise un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions, Rive, Maudit, j'en ai des millions. Moi, il y a un truc où, là, tu dis que tu as basculé, quoi. À la base, tu étais quand même un peu plus spécialiste, et tu as dit c'est de voir les effets qu'avait l'empreinte humaine sur des écosystèmes qui t'ont fait basculer. C'est quoi? Est-ce que c'est le taux d'acidité de l'océan qui fait que la morue souffre? Alors, c'est tellement de choses. Okay. C'est ça le problème. C'est que... alors, il y a eu récemment une évaluation, un rapport global de l'IPBES. L'IPBES, c'est comme le GIEC de la biodiversité. Okay. Donc c'est des chercheurs, donc plusieurs dizaines, plus d'une centaine de chercheurs de tous les pays qui se réunissent pendant, nous ça a duré des années, 4 ans. Pendant 4 ans, ils vont faire une revue de tout ce qui existe au niveau scientifique, exactement comme pour le GIEC sur le climat. Et ils vont faire une revue de ça. Et ce rapport, donc là, je vous ai mis la figure principale de ce rapport, c'est sorti en 2019. La headline, c'est 1 million d'espèces menacées d'extinction. Donc 1 million, ça veut dire une espèce sur 8 sur notre planète est menacée d'extinction. Enfin, sur les 8 qu'on connaît. Ouais, voilà, bien sûr, tout à fait. À minima, 1 million. C'est ça, mais parce que oui, il y a peut-être potentiellement beaucoup plus qu'1 million d'espèces menacées, donc, mais on les connaît pas. En gros, s'il y a 16 millions, en fait, c'est 2 millions qui sont menacés. Exactement. La logique des grands nombres fait que la proportion, elle ne changerait pas, même si on... Alors oui, parce que non, mais c'est surtout que en fait, ces estimations sont faites sur. Là, on le voit, c'est la première petite figure. Chaque ligne, c'est un groupe taxonomique, donc un groupe d'espèces, les plantes, les requins, les oiseaux, et donc, les proportions menacées, vous voyez, elles diffèrent en fonction de ces groupes. Oui. Plus c'est rouge, plus c'est menacé. Plus c'est vert et moins c'est menacé. C'est quoi le groupe tout en bas? Je ne vois pas bien le... C'est des plantes de la famille des cactus. D'accord, ok. Les coraux, on sait qu'ils sont plus menacés que d'autres. Pourquoi autant, du coup, cette famille de cactus-là? Pourquoi autant menacés? Il y a une raison? Alors, ils sont menacés... En fait, il y a 5 grands types de menaces. Et toutes les espèces ne sont pas menacées par ces 5 grands, ce qu'on appelle des causes globales. Donc il y a le changement climatique, on va en parler tout à l'heure. Je pourrais peut-être vous demander si vous avez des idées d'ailleurs de ce que c'est ces 5 grandes menaces. Les 5 grandes menaces pour la biodiversité, tu veux dire? Je pose la question pour qu'en même temps, en ligne, ils se posent l'activité humaine de manière générale. Ouais, mais alors, les 5 en fait sont liés à l'activité humaine. Climat. Climat, ouais.
Climat. Je pense qu'ils ont bien réfléchi, donc on peut le dire. Vous l'avez peut-être la, dans le chat. Hein. la pollution. La pollution. Ouais, et pollution, c'est le premier qui est venu. Super. que la Dégradation de l'habitat. Oui, c'est ça. Dégradation de l'habitat, destruction de l'habitat. Ouais, c'est la ça. pêche, effectivement, donc c'est La la pêche. surexploitation. La surexploitation. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas l'exploitation ou c'est pas la pêche, c'est la surexploitation ou la surpêche. C'est pas un problème de prendre des espèces, de prélever des espèces. Ce qui est un problème, c'est d'en prendre plus que leur taux de renouvellement naturel. Parce que le fait de prendre des espèces, finalement, c'est aussi. Mince, comment on appelle ça, pardon, tu sais, tel mange telle Oui, espèce, mange telle espèce. on est dans la Quelque part, chaîne alimentaire. voilà, dans la et... chaîne alimentaire. Ouais, ouais. Et quelque part, oui, c'est pas, le problème n'est pas de pêcher et de surpêcher. C'est de surpêcher, voilà. Dans l'idée Si par exemple les poissons ils se renouvellent à 10% tous les ans, si on en prend 10%, ça passe, quoi. Mais si on en prend 90%, ils n'ont pas le temps de se renouveler. Ouais, bien quoi. sûr, ouais, Les arbres, quand ils poussent, s'ils mettent 100 ans à pousser, ça veut dire qu'en moyenne, il y en a 1 sur 100 qui va mourir tous les ans. Et donc, si on prend 1 sur 100 tous les ans, en fait, on n'a pas trop touché à la population parce qu'elle pousse en même temps. Donc, en fait, la surpopulation, c'est le 4e, si j'ai bien compté. Le 5e, les gens proposent population invasive, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un dans le chat, Voilà. c'est très fort. Les invasions biologiques, les espèces qui sont mises dans un écosystème où elles n'ont jamais évolué, par exemple sur un autre continent ou dans un lac où elles n'appartenaient pas. Et si elles s'établissent, elles peuvent avoir un impact important. C'est une espèce de pollution biologique. Ouais, et le problème, c'est que les activités humaines, avec la globalisation, transportent énormément d'espèces partout. Et il y a dans le monde à peu près 40 000 espèces exotiques envahissantes. On parle notamment beaucoup du frelon asiatique, qui est un exemple que nous, on connaît beaucoup. Tout à fait. Mais attends, mais il y avait un truc aussi. Je suis allé monter le Ventoux avec Domingo, un streamer aussi sur Twitch, et on a monté le Ventoux en tandem. Et on partait d'une ville au pied du Ventoux, dans le Vaucluse. Et il y avait des arbres qui étaient comment dire, on n'avait pas le droit d'aller sous les arbres, etc. C'était interdit d'accès parce qu'ils allaient vraiment pulvériser de flammes, littéralement, des oiseaux, je ne sais plus quelle espèce c'est, parce qu'en fait, ils étaient envahis par ces oiseaux-là. Ah ouais. Et mais tu vois, ils font rien de mal, ces oiseaux. Mais juste, il y en a. Alors, enfin, ils font rien de mal dans le sens où c'est pas méchant, ces oiseaux-là. Mais s'ils sont envahissants, ça veut dire qu'ils ont un impact soit sur l'écosystème, donc voilà, c'est la deuxième cause de perte de biodiversité, d'extinction d'espèces actuelle, et c'est une des causes de menaces les plus importantes. Ils ont des coûts économiques très importants, 2000 milliards depuis les 50 dernières années dans le monde. Donc des coûts économiques gigantesques. Et attends, c'est-à-dire des coûts économiques gigantesques, c'est quoi qui coûte Par exemple, ils vont faire baisser le rendement les rendements agricoles. Oui, d'accord. Parce qu'ils vont bouffer les céréales ou abîmer les fruits, ils vont abîmer les forêts, ils vont abîmer les infrastructures, les termites par exemple. Ils vont faire baisser les valeurs immobilières de certains terrains quand il y a des infestations de fourmis. Ah oui, etc. d'accord, ok. Ça fait perdre de l'argent dans ce sens-là. Voilà. D'accord, Voilà. ok, j'avais pas capté. Et puis le troisième type d'impact, c'est sanitaire. Ça peut créer des allergies, ça peut créer des piqûres, ça peut apporter des maladies avec les moustiques qui apportent la dengue, la fièvre jaune, le paludisme, Zika, chikungunya, etc. Donc les espèces exotiques envahissantes ne sont pas... Enfin, les espèces exotiques ne sont pas un problème en soi, mais les espèces exotiques envahissantes, la définition de envahissante, c'est qu'elles posent un problème soit pour l'écologie, soit pour l'économie, soit pour la santé. Et voilà, les 5. Les 5 grandes menaces sur la biodiversité. Et alors, pour répondre à ta question initiale, en fait, c'est le fait de baigner tout le temps dans toutes ces mauvaises nouvelles, on va dire, et puis de les enseigner aussi, parce que je donnais pas mal de cours à la fac à cette époque. Enfin, pas mal. Je vais me faire engueuler par les enseignants-chercheurs. Pour un chercheur, moi, j'enseigne pas, donc je donne un petit peu par-ci, par-là. Je fais surtout de la recherche. Les enseignants-chercheurs, ils ont une masse d'enseignement beaucoup plus importante. Mais par rapport à maintenant, je faisais pas mal d'enseignement, et du coup... ça veut dire que ça me mettait vraiment devant tous ces trucs-là. Et puis, quand j'ai participé à ce rapport de l'IPBES aussi, même si ce n'était pas des choses nouvelles, j'ai eu 1000 pages de mauvaises nouvelles, quoi. Et du coup, c'est difficile de rester sur des objets neutres quand on sait que ces objets-là, en fait... c'est-à-dire qu'un astrophysicien, il s'en fout un peu que son étoile soit une naine jaune ou une naine brune. Je ne sais même pas si ça existe. N'importe quoi. mais nous, les écologues, nos objets
objets, en fait, on s'en fiche pas vraiment parce que, comme vous l'avez dit au début, l'humain dépend de son environnement. Ok. L'IPBES, c'est le rapport international sur la biodiversité, donc cette centaine de chercheurs internationaux qui sont regroupés, dont tu fais partie, pour dresser un bilan qui a été fait en 2019. C'est le premier et dernier bilan de l'IPBES ? Alors pour l'instant, enfin c'est pas celui qui sera le dernier, mais il n'y en a pas eu d'autres. Après ce bilan, cette évaluation globale, il y a des évaluations thématiques. Par exemple, sur la pollinisation, par exemple, sur les valeurs de la biodiversité. Là, moi, je travaille sur les invasions biologiques, justement. Donc, c'est plus des trucs thématiques. Parfois, c'est un peu difficilement tangible, tu vois, à notre échelle, juste de la vie de tous les jours, de se dire je vois pas une espèce disparaître ou quoi. Moi, le seul témoignage que j'avais, c'était des générations de nos parents qui disaient, alors je sais pas à quel point c'est vrai, ou est-ce que finalement les études que tu as pu mener ou observer l'ont dit, mais j'avais mes parents, leur génération, qui disaient, moi, quand j'étais jeune, je voyais beaucoup d'oiseaux dans nos jardins, dans le ciel, etc. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, j'entends beaucoup moins de bruit d'oiseaux. C'est flippant quand on se met à le réaliser. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut réaliser. Donc le silence, les chants de papillons. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, les chants de papillons, c'était... j'avais un petit filet à papillons. Comme j'étais nul, je jetais mon filet et j'attrapais des trucs parce qu'il y en avait partout, quoi. Quand je marchais, il y avait des insectes qui bougeaient partout. Je voyais des vers luisants partout, des mantes religieuses. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un ver luisant? Il y avait des champs de vers luisants, quoi. Ça s'allumait partout. Tout simplement, quand j'étais gamin, qu'on partait en vacances, on était obligé de s'arrêter tous les 100 km pour nettoyer le pare-brise parce qu'il était complètement constellé, on ne voyait plus rien, quoi. Et après, quand on était arrivé en vacances, je passais peut-être pas des heures, mais longtemps à regarder la plaque de radiateur avec tout ce qui était écrasé dessus. Mais maintenant, ça n'existe plus. Il était déjà passionné. Hein. C'est quoi comme espèce qui est morte là, ici? Maintenant, ça n'existe plus, ça. Maintenant, quand on a un truc sur le pare-brise, c'est rare, quoi. Oui, et en fait, même, il y a des chercheurs qui ont fait une étude à partir de ça. Ils ont utilisé ça comme un indice. Ils ont regardé dans le temps, au cours des 20 dernières années, la baisse de biodiversité des insectes volants avec le pare-brise, donc le même chemin, la même durée. Chauffe la voiture, on est parti pour faire une petite étude cette nuit. Et on s'est aperçu que ça. En fait, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. 80% des insectes volants ont disparu des aires protégées, pas des champs là où il y a plein d'insecticides, hein, des aires protégées, et c'était une étude en Allemagne. 80% en quelques décennies, quoi. Ça veut et les insectes, c'est la base alimentaire, donc des réseaux trophiques qu'on disait, c'est ça qui va nourrir tous les premiers maillons de la chaîne et tout ce qui est après, quoi. En plus du fait que c'est tout ce qui pollinise, c'est ce qui fertilise le sol, c'est ce qui, etc., etc. Donc oui, effectivement, il n'y a pas si longtemps, parce qu'à l'échelle de la planète ou de la biodiversité, une génération humaine, c'est rien. Il n'y a pas si longtemps, il y avait énormément de choses. Les oiseaux, je crois que c'est quelque chose comme 66% des oiseaux qui ont un déclin de 66% en France. Ouais. Donc c'est vraiment énorme, quoi. En une génération, quoi. Ouais. Ouais, c'est fou. Ça inquiète la LPO aussi. Qui demande aux gens de recenser. Tout à fait. C'est pas super gay, hein, le Twitch ce soir. Hein. Non, mais en même temps, c'est aussi le but d'en parler. Et concrètement, il faut être honnête aussi à un moment donné. Tu vois, on va pas commencer à mentir là-dessus. Vous faites des recherches dessus, tu le dis toi-même, c'est un peu déprimant de bosser dessus. Bah ouais, mais tu bosses dessus et tu nous fais part de tout ça, quoi. Il y a Szilard dans le chat, justement, qui parlait de la sortie du rapport de l'IPBES, qui, toi, justement, t'as mis le nez dedans, dans ce qui était en train de se passer. Est-ce que ça a eu des conséquences en termes de politique internationale, ou en tout cas, est-ce que la sortie de ce rapport, ça mène après à une prise de conscience ou à des gouvernements qui se saisissent de ces sujets-là? Oui. Les choses... Alors, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais les choses bougent quand même pas mal. Ça a pas mal secoué les gens, je pense, parce que, tout simplement, c'est des choses qu'on ne réalise pas forcément. On vit beaucoup dans des villes, et surtout, tous les changements, même qu'on soit en ville ou pas, sont très très lents à une échelle humaine. Vous connaissez la métaphore de la grenouille qu'on met dans une casserole et qu'on chauffe l'eau. En fait, elle ne sort pas de l'eau parce que l'eau chauffe très progressivement, elle ne s'en rend pas compte et elle va mourir. Alors que si on la foutait dans... Donc, elle explose, c'est ça. Si on la foutait dans l'eau bouillante directement, elle sortirait tout de suite parce que c'est bouillant. Si vous faites bouillir l'eau très progressivement,
progressivement, elle ne se rend pas compte que d'un moment à l'autre, ça ne change pas beaucoup. Elle finit cramée. Oui. Voilà. Ok. Et elle ne sort pas. Et en fait, nous, c'est ça. Top, en fait. top. Notre monde est en train de cramer tout doucement, et notamment avec le changement climatique, on va le voir tout à l'heure, mais tellement lentement qu'on ne s'en rend pas compte parce que on perd un peu la mémoire de comment c'était quand on était gamin. T'es en train de me traiter de grenouille, là. Un peu. Mais du coup, il y a je suis très grenouille ce soir. Très grenouille. Ouais. Mais du coup, par rapport à la question de Maudit, il y a des trucs qui sont donc faits, il y a pas mal de choses qui changent. Et alors, pour donner juste un exemple, je fais partie du groupe de scientifiques qui accompagne le gouvernement en ce moment dans la formation à la transition écologique des 25 000 hauts fonctionnaires français, c'est-à-dire tous les recteurs, préfets, magistrats, ambassadeurs, etc. Et après, on va passer à tous les fonctionnaires, donc c'est-à-dire il y a 5,7 millions de fonctionnaires. Donc c'est une formation au changement climatique, aux pertes des ressources et à la biodiversité. Et on a déjà eu des retours des premiers qui sont passés par là. Et en fait, ils sont limite traumatisés, quoi. Ils disent, ça a été... Valérie, elle en a fait, je crois. Alors, elle participe aussi à ça. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais. Ils sont éco-anxieux, tu veux dire, après? En fait, oui, ils se disent, vraiment, ça a été un choc. Et alors, ces gens-là, ces 25 000, c'est les décideurs en France. C'est eux qui font tourner le pays. Et donc, c'était un peu impensable de penser que ces gens-là, qui sont très intelligents, qui sont très instruits, la plupart n'avaient pas vraiment de connaissances sur ça, parce qu'ils n'avaient pas de formation, parce que c'est pas dans leur cursus. Et puis après, c'est pas dans leur vie de tous les jours. Donc là, le fait de leur donner cette formation-là, déjà, je pense que c'est un move qui est vraiment fort, parce que et puis on est les seuls dans le monde à faire un truc comme ça. Et puis ça, c'est à l'échelle de je sais plus combien, 2 ans. Normalement, dans 2 ans, tous les fonctionnaires français, dans tous les rayons, auront une formation au changement climatique, aux ressources naturelles et à la biodiversité. Et ça veut dire normalement que déjà, ça va faire boule de neige parce qu'après, tous les autres vont suivre. J'ai fait la même chose aussi pour les médias, la Radio France, RFI, etc., qui forment tout son personnel. Et quand on sait que tous les journalistes, les rédacteurs en chef, etc., ont cette formation-là, ils vont changer un petit peu, ils vont peut-être parler un petit peu moins de choses un peu moins essentiel, on va dire, le transfert d'un joueur célèbre dans un club célèbre, au moment où il y a le rapport de l'IPBES qui sort. Et donc, on parlera, alors je ne vais pas dire des trucs mauvais sur le foot, mais on parlera peut-être moins longtemps du foot et un peu plus de l'environnement dont on dépend, quoi. Ça peut être sympa. Ouais, moi, j'aime pas le foot, j'aime le rugby, mais... c'est un homme de goût. C'est un homme de goût de l'Ovalie, si bien sûr. Plus ça n'a bouquet à ce moment, donc c'est parfait, ça fait plaisir. Et si, c'est une question très bateau, évidemment, mais si... on a envie de s'initier un peu plus, parce que moi j'ai l'impression quand je vais dans une forêt, j'ai l'impression d'être un peu aveugle, tu vois, que ce soit sur les espèces autour de moi, sur même, pas forcément les animaux, mais même les arbres, tu vois. Comment est-ce que je peux me mettre à apprendre, à essayer de connaître un peu plus, pas forcément les trucs, les forêts amazoniennes, mais juste les choses autour de moi, quoi. Mais ça, c'est une super question, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a tous ces outils-là dans la poche. Il y a des applis où on prend la photo d'une espèce, d'une plante, et on peut savoir ce que c'est, et on peut savoir plein de trucs dessus. Et ça, c'est vraiment des choses qui, je pense que plus on en apprend sur la biodiversité, plus on est fasciné, plus on est captivé, et plus on a envie d'en apprendre. Évidemment, après, plus on a envie de la protéger. Je pense qu'il y a quelques actions à faire qui sont importantes au niveau individuel, mais la première, c'est s'instruire, aller sur Internet, aller prendre des bouquins, des trucs comme ça, regarder Internet, il faut croiser les sources, c'est compliqué, tu vois, des fois de faire confiance sur Internet. Il y a des gens qui prennent la parole, qui prennent souvent la parole et qui disent absolument n'importe quoi. Enfin, non, c'est sûr, mais bon, après, il y a des sources qui sont plus solides que d'autres. Si vous allez... je vais me faire des ennemis, donc je vais pas trop dire de nom, mais si vous allez sur des sites qui sont pas faits, tu peux débunker des sites tant qu'à faire. Bah oui. Non, mais je connais pas forcément de sites qui sont des fakes ou des trucs comme ça, mais il y a des sites, par exemple, de santé qui vont parler de plantes alors qu'ils sont pas du tout habilités à le faire. Et donc, il faut regarder les sites qui sont sérieux, les sites universitaires, les sites des centres de recherche. Aller sur le site du CNRS, par exemple, voir quelles sont les dernières études, etc. Tout à fait.
fait. Et, par exemple, The Conversation, c'est un site d'articles de vulgarisation écrits par les chercheurs et qui est donc en collaboration avec toutes les universités et tous les centres de recherche. Et donc tout ce qui est dedans, c'est de la vulgarisation, donc c'est accessible à tout le monde. Et puis c'est solide. Après, il y a plein de magazines du style Epsilon ou des choses comme ça qui sont des petits articles courts super intéressants, bien sexy, bien foutus. Donc il y a vraiment un moyen de s'instruire tout en évitant les fake news ou le complotisme ou les trucs comme ça. Mais après, là, on parlait plus d'apprendre la nature, et là, il n'y a pas forcément de fake news ou de choses comme ça. Il n'y a pas d'enjeu, on va dire, de apprendre quelque chose. Il n'y a pas voilà, même s'il faut faire attention de ceux qui vont vous dire je peux vous guérir votre cancer en léchant des bambous ou des trucs comme ça, parce que tout ce qui est naturel n'est pas forcément... oui, naturel ne veut sain, pas dire que ça fonctionne et que c'est sain. Ouais, mais si on veut en apprendre plus sur la nature, il y a plein de moyens. Ouais. Je me permets de rebondir sur ça. Il y a notamment, toi, il y a quelques années, tu as écrit La biodiversité pour les nuls. L'écologie. L'écologie pour les nuls, pardon, excuse-moi. Ouais, l'écologie pour les nuls, Ouais. où clairement tu parles justement dedans, vu que c'est de l'écologie, tu parles de la biodiversité et tu parles de tout ça. Ouais. Il y a combien de temps tu avais écrit Voilà, j'ose pas le dire. Bon, ça Vous nous étiez pas regarde né. pas. Mais il a été écrit pour durer. Il a été écrit pour durer, et puis il a été écrit de manière à pouvoir être picoré par-ci par-là. C'est pas un bouquin qui se lit de A à Z. Il y a plein de chapitres, et donc si vous voulez savoir des choses Oui, sur... ça se bouquine, quoi. Ça voilà. se... Par exemple, pourquoi il faut pas, je sais pas moi, lécher les salamandres, parce que Mais peut-être que vous personne allez ne lèche mourir. les salamandres. Personne ne touche Bah de non. salamandre. Faut pas, alors. Comment il sait que je l'ai dit ça On va pas trop tarder à se laisser. Je sais pas si Maudit, Rive, tu viens de poser une question. Peut-être Maudit, tu as une question. Moi, si jamais j'en ai une. Le chat est en feu, en mode, N'hésite pas. à notre échelle, comment est-ce qu'on peut contribuer positivement à la biodiversité à l'échelle de la maison, la commune, le jardin? Ok. Est-ce qu'on tombe pas? Alors, Ce genre de truc. bah, juste pour répondre à ce truc-là qui est un peu... ouais, non, tondez pas, pour plein de raisons. D'abord parce que vous allez avoir un jardin qui est tout moche, ça va être une pelouse, ça va être une moquette, quoi. C'est pas intéressant. Laissez un peu pousser, ça va pas faire une forêt tout de suite, mais vous allez avoir plein de fleurs, vous allez avoir plein d'insectes. J'adore les fleurs. Et j'irai même plus loin, ne ramassez pas les feuilles en automne, parce que c'est en dessous qu'il y a les cocons des papillons qui passent l'hiver. Et donc si vous ramassez les feuilles en fait, vous allez être étonné parce que au printemps, il n'y aura plus de feuilles. Elles auront toutes été dégradées et elles auront été dans le sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait à notre échelle? Arrêtez de déforester l'Amazonie et Ça, à notre échelle, on peut pas, nous. Ben si, en fait, parce que Ah, si vous arrêtez de manger de la viande, enfin pas complètement, mais un peu moins, si vous mangez un petit peu moins de viande, en fait, vous allez contribuer à stopper la déforestation en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, la déforestation, c'est Des cultures pour les animaux. McDonald's, c'est le hamburger, c'est la viande. Et on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas, malgré ce qu'on nous a un peu bourré le crâne pour vendre de la viande. C'est pas obligé. Si vous mangez moins d'huile de palme, surveillez sur vos emballages, vous contribuez un peu moins à la déforestation en Asie du Sud-Est. et ça, c'est concret. C'est Ça, très concret. Ok. Si vous achetez moins d'emballages, vous contribuez moins à la pollution de plastique et tous les animaux qui vont en crever. Si vous consommez moins en général, vous allez moins contribuer à plein de choses, dont le changement climatique. On a fait le calcul dans mon labo. Si un Français sur 10 mange un repas de viande en moins dans la semaine, juste un sur les 14 repas, un repas de viande en moins dans la semaine, ça fait 300 000 voitures en moins, l'équivalent de 300 000 voitures en moins sur les routes. Et ça fait l'équivalent de remplir plus de 1000 fois toutes les piscines olympiques de France en eau. Parce qu'il faut 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. Donc c'est juste un repas de viande en moins dans la semaine, un Français sur 10 seulement. Oui, parce Donc, que tu vous es imaginez. en train de dire aux gens go vegan, go Non, végétal. bien sûr que non. Bien sûr que non. Si on aime bien de la viande, on n'en mange pas à tous les repas. On mange juste de la bonne viande. On mange pas quand c'est une espèce de semelle toute grise dans un McDo dégueu et qui a pas le goût de viande. Un McDo qui Ou, prend cher, là. Tu sais que c'est sponsor McDo en plus. Hein. On les remercie, bien On sûr. les emmerde. Tu sais, des McDo derrière. Coupez le franc. Non, honnêtement, tu t'as donné quand même des choses à faire très concrètes. Ouais, c'est ça. C'est, je pense, Et là-dessus. Et simple en plus, ouais. Je pense que C'est ça, c'est très simple, c'est-à-dire vraiment que le choix aussi dans nos caddies, en fait, on peut aussi faire des choix dans nos assiettes. Mangez de la bonne viande, arrêtez de manger de la merde. Mangez-en du coup moins souvent parce que vous vous régalerez plus. Et puis voilà. Parce que c'est quoi. plus cher aussi.
Oui, indirectement. ouais, bien sûr. Donc, ben, en tout cas, merci Merci infiniment. beaucoup, Franck. C'était hyper Courchant. intéressant. C'est Je ouais. fais mon hamburger. maintenant. C'était trop. Il trace et Il s'en va, il s'en va comme ça. Bah, si, on va se laisser là, mais juste merci beaucoup. L'émission à vous. était vraiment Merci très beaucoup, cool. C'était trop intéressant de t'avoir. Et il aime le rugby en plus, donc Et en plus, voilà, un homme parfait, manifestement. Merci Franck. Merci À beaucoup. plus tard. Je rappelle, messieurs, dames, c'était Franck Courchant, Trop intéressant. directeur de recherche pour le CNRS à l'Université Paris-Saclay, au sein du laboratoire ESE, Écologie Systématique Évolution. Donc, ouais, un sacré crack. Tu sais que je parlais même pas, j'étais juste en train de l'écouter, j'étais Oui. un mec, mais continue de parler, je t'en conjure, je n'ai même pas envie de poser de questions, voilà, mais c'était trop passionnant parce que, en fait, juste, c'est vrai, et tu vois, quand je parlais de mes parents, tu vois, qui me parlaient, ouais, on entendait plus d'oiseaux, etc., machin, c'est bien que lui aussi vienne un peu confronter cette expérience personnelle avec, bah oui, 66%, tu vois, d'oiseaux c'est en moins sur le énorme. territoire français, quoi. Le chiffre de 66%, il Ouais, il fait froid dans le dos, quand même. il est colossal. Il est absolument colossal. Et surtout, et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est le côté en une génération, quoi. C'est-à-dire que c'est. Ah, puis c'est surtout que ça ne ralentit pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Oui, que oui, c'est bien nous. sûr. Mais ça, on va le voir avec. Après, il a dit quand même qu'il arrivait quand même à faire de la pédagogie auprès de maintenant pas mal de grands hauts fonctionnaires et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Ouais. J'avais entendu Valérie Masson-Delmotte, qu'on aura juste après aussi, qui disait qu'elle formait des politiques à ça. C'est une formation de 2 heures, ce qui semble très peu. Ben, en fait, ouais, c'est très peu. Mais moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que maintenant, c'est-à-dire que s'ils savent, s'il n'y a plus rien qui est d'excuses. fait, on Bah peut oui. les tenir pour responsables. Bah, Après, un peu, c'est ça. ils savent. Il y a un GIEC, il y a... Oui, ils savent. Mais on Oui, va oui, en parler avec Valérie quand elle sera là. Juste, j'ai quelques références. Valérie, elle est venue avec une sulfateuse. J'ai quelques infos à donner, simplement des références autour de Franck Courchant qu'on vient d'accueillir. Déjà, il a un documentaire qui est sur YouTube, qui a été fait, diffusé sur Arte à la base et qui est sur YouTube, qui est Une espèce à part, un documentaire d'une 30aine de minutes, qui est, fun fact, il me semble, le documentaire le plus vu Arte sur YouTube. Ah ouais. Bah, c'est 10 millions de vues. Ah, dingue. Oui. Ah oui, je pense que ça va être le plus vieux. moi. Oui, et c'est Une espèce à part, donc documentaire qui a été réalisé par Franck. On a aussi, il a co-créé la BD La guerre des fourmis. Si jamais ça vous intéresse, ça parle des fourmis. C'est pour ça que, en fait, j'avais regardé une interview de lui, j'avais retenu 2 0 0 0 0 0 200 000, 200 alors 000 que c'était 20 000 fourmis. espèces de fourmis. Et puis il y a aussi les éco-optimistes de Dorothée Moisan, 9 portraits, dont celui de Franck. Voilà donc quelques références autour des travaux de Franck Courchant, mais il est clair que la discussion était Passionnante. passionnante et surtout elle est factuelle. C'est-à-dire Ouais, que c'est ce ça. sont Oui, des- c'était très clair. Ouais. C'est très clair, il n'y a pas de... Ah oui, non, c'était Ah, vraiment. c'est- Voilà, on resitue les trucs, etc., machin. Donc, non, très clair. C'était très clair.